l'échocardiographe doit être réalisée, et c'est le baseline, on va dire, dans les 4 à 6 semaines qui suivent une indication, l'intervention chirurgicale, hein, tant que l'inflammation et tous les paramètres hémodynamiques soient bien équilibrés. Et c'est une échocardiographie transthoracique qui est recommandée annuellement chez les patients qui ont un TAVI ou une prothèse biologique, ou en cas d'apparition de symptômes ou d'un symptôme pouvant faire évoquer une complication. Alors bien évidemment, il y a un certain nombre de modalités d'imagerie avec lesquelles on peut éventuellement suivre nos patients porteurs d'une prothèse valvulaire, qu'elle soit biologique ou mécanique, quand l'échographie transthoracique ou transœsophagienne ne permet pas d'évaluer de façon efficace nos patients, et en particulier si on suspecte une complication, comme on va le voir avec monsieur le professeur Boudot. Il s'agit en l'occurrence du radiocinéma, du scanner cardiaque, de l'IRM ou encore de l'imagerie par résonance magnétique. Alors, le topo va se baser essentiellement sur 2 papiers princeps, l'un publié dans l'European Heart Journal of Cardiovascular Imaging, ce sont les recommandations de la Société européenne de cardiologie, l'autre qui est toujours d'actualité, bien que datant de l'année 2009, et qui est signé par William Zorby au nom de la Société américaine d'échocardiographie. Alors, comme je vous l'ai dit précisément, l'échocardiographie, c'est l'examen standard pour évaluer donc le fonctionnement d'une prothèse, qu'elle soit biologique ou mécanique. Elle permettra d'évaluer dans un premier temps la structure et la morphologie de la valve, sa position, le mouvement valvulaire, leur mobilité, bien visualiser les régions paravalvulaires, voir s'il existe une régurgitation associée, sachant que l'évaluation des prothèses n'est pas toujours aisée en échocardiographie, vu les réverbérations que l'on peut voir aussi bien dans l'oreillette gauche, quand il s'agit donc d'une prothèse valvulaire en position neutrale, que dans la chambre de chasse du ventricule gauche, lorsqu'il s'agit d'une valve en position aortique. La structure morphologique, mais évaluer donc la fonction, une évaluation fonctionnelle qui se basera essentiellement sur l'évaluation des gradients et des surfaces par l'évaluation du Doppler, différentes techniques de Doppler, que ce soit le Doppler continu ou le Doppler pulsé. Bien évidemment, on ne va pas s'arrêter à évaluer la prothèse seulement, mais il va falloir évaluer la fonction ventriculaire gauche, la fonction ventriculaire droite, le retentissement sur les oreillettes, les pressions pulmonaires, etc. Alors, ce qui est important, dans un premier temps, quand on évalue une prothèse, c'est de pouvoir connaître quel est le type de prothèse que l'on va évaluer. Les prothèses, il y a un certain nombre de prothèses, que ce soit des prothèses biologiques, des prothèses mécaniques, ou encore des prothèses qu'on va implanter par voie transcutanée pour un éventuel TAVI. Donc, il est important de savoir quel est le type de prothèse que l'on va étudier, et non seulement le type, mais également le numéro de la prothèse implantée, pour pouvoir effectivement étudier tous les paramètres hémodynamiques que l'on va recueillir de façon fiable. Une fois que l'on a le type de la prothèse, le numéro de la prothèse, on peut comparer les résultats que l'on va trouver avec les ABAC que vous allez pouvoir trouver sur les papiers des recommandations, que ce soit les recommandations publiées par la Société européenne de cardiologie ou les recommandations du JAS. Alors, vous avez un ABAC pour les prothèses mitrales et vous avez un ABAC pour les prothèses aortiques, qu'elles soient mécaniques ou biologiques. Donc ça, c'est très important, et souvent on occulte ce paramètre qui est très très important. Bien évidemment, il faudra, à côté du recueil du type et de la taille de la prothèse, connaître la date du remplacement valvulaire. On sait très bien que les bioprothèses vont dégénérer après un certain temps. Voir si on a des documents anciens
pour pouvoir comparer effectivement les mesures que l'on va pouvoir recueillir et ne pas oublier, bien sûr, de demander au patient son poids, sa taille, calculer la surface, l'index de masse corporelle, la surface corporelle, quand on a besoin d'indexer un certain nombre de paramètres. Bien évidemment, la tension artérielle et la fréquence cardiaque sont des paramètres qui sont importants à recueillir quand on sait qu'ils peuvent interférer dans l'interprétation des mesures qu'on va pouvoir avoir, en particulier les gradients transvalvulaires. Alors, comme je l'ai dit précédemment, l'évaluation standard d'une prothèse, qu'elle soit biologique ou mécanique, donc il y a deux volets. L'évaluation morphologique et fonctionnelle, donc quelles sont les caractéristiques de cette prothèse, donc les caractéristiques anatomiques de la prothèse dans un premier temps, bien visualiser la prothèse, le mouvement de ses ailettes, etc. Et à une évaluation hémodynamique, donc un certain nombre de paramètres qu'on va pouvoir recueillir au Doppler. Quelles sont donc ici les caractéristiques morphologiques des prothèses mécaniques? Bien sûr, il faut voir quel est le mouvement des ailettes, en particulier. Là, vous avez un exemple d'une prothèse à double ailette, et je m'excuse parce que je n'ai que des images fixes aujourd'hui. J'ai eu un petit souci informatique au niveau de mon ordinateur, donc rien à voir avec la technique du concret. Donc, on va voir le degré d'ouverture des ailettes. Est-ce que c'est une ouverture qui est symétrique ou pas? Est-ce qu'il y a une ailette qui est bloquée? Donc, ce Rudeau va vous montrer probablement un blocage d'ailettes ou des thromboses de prothèse. Et vous allez voir ici qu'il faut retrouver donc, un mouvement qui est harmonieux des deux ailettes. Et là, quand on active le Doppler couleur, on voit qu'il existe ici des fuites intraprothétiques physiologiques de lavage qui n'ont rien à voir avec les fuites périprothétiques de désinsertion, par exemple, d'une valve en relation avec une endocardite infectieuse, par exemple. Et M. Rudeau vous montrera certainement un certain nombre d'exemples. Dire que là, l'évaluation, je vous ai montré tout à l'heure une image qui est évidente, qui est facile, mais l'évaluation des prothèses valvulaires n'est pas toujours évidente, vu qu'il existe des réverbérations que l'on voit ici dans l'oreillette gauche, et ces réverbérations vont un petit peu mettre un flou au niveau de l'oreillette, et parfois ces réverbérations vont, comme vous le voyez sur la diapositive en bas, vont masquer, si vous voulez, la visualisation d'une fuite mitrale, en l'occurrence sur la diapositive, sur l'exemple que je vous ai montré en bas. Donc ces réverbérations vont parfois gêner l'interprétation ou l'analyse morphologique fine de ces prothèses. Et quand on a des problèmes de visualisation de ces fuites, parce que on trouve par exemple des gradients qui sont élevés, on n'arrive pas à expliquer pourquoi, on est obligé de passer donc à des examens complémentaires, en l'occurrence l'échographie transœsophagienne. Donc les réverbérations, c'est une limite donc de l'échographie transthoracique dans certains cas. Alors, qu'en est-il de la morphologie des valves biologiques? Ces valves biologiques, donc, elles ont trois petits dents, et vous voyez ici, c'est une valve biologique implantée en position mitrale qui est relativement fine. Vous avez ici les trois petites dents de cette valve biologique. On a parfois des toutes petites fuites physiologiques centrales, et vous avez là une fuite biologique, pardon, une prothèse biologique implantée en position aortique. Vous voyez ici les trois cuspes en position en transœsophagienne, et ici à 45 degrés. Et ici, vous avez donc une vue en 3D. On va passer maintenant au volet hémodynamique. Alors, comment savoir si une prothèse aortique a un fonctionnement normal? Alors, si on s'intéresse donc à la morphologie donc, de ce flux recueilli en Doppler continu, on se rend compte que pour une prothèse aortique normale, le flux est triangulaire avec un pic précoce, et un paramètre qui est facile à recueillir, c'est le temps d'accélération. Donc, du début donc, du flux d'éjection aortique jusqu'au pic d'accélération. Donc, ce temps d'accélération qui, lorsqu'il est inférieur à 80 millisecondes, signe ou fait partie des paramètres de normalité d'une prothèse aortique. Et ce temps d'accélération, on va le corréler donc, au temps d'éjection, et le rapport temps d'accélération sur temps d'éjection,
voici le temps d'accélération sur le temps d'éjection, quand il est inférieur à 0,32, nous laisse penser que la prothèse est de fonctionnement normal. Alors, quand ces paramètres, quand le flux devient plus arrondi, que le temps d'accélération s'allonge et que le rapport temps d'accélération sur temps d'éjection est plus allongé, cela porte à croire que la prothèse est obstructive. Deux autres paramètres qui sont de recueil assez faciles, c'est le pic de vélocité et le gradient moyen, sachant que ce sont deux paramètres qui quand même sont débit dépendants. Donc ce sont des paramètres qu'il faut bien prendre en considération, mais il faut quand même les intégrer dans un contexte particulier. Il ne faut pas que le patient soit trop tachycarde, il ne faut pas qu'il soit anémique, il ne faut pas qu'il y ait un hyperdébit, pour ne pas conclure à tort à une élévation pathologique du gradient, alors que c'est un gradient qui pourrait juste être en rapport avec une accélération de la fréquence cardiaque. Et c'est la raison pour laquelle le recueil de la fréquence de la tension artérielle est importante lors de l'examen. Donc il ne faut pas hésiter à revoir le patient, recontrôler les gradients une fois que le patient est plus ralenti. Alors une autre question qui est importante par rapport au recueil de ce Doppler continu, je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer, c'est essayer, comme pour l'évaluation du rétrécissement aortique, ne pas se cantonner au recueil par le Doppler continu uniquement en apical de 5 cavités, mais essayer de faire toutes les fenêtres, ne pas oublier de faire la parasternale droite en Doppler continu, pour essayer d'avoir le recueil du flux avec des vitesses les plus importantes. Donc ça, c'est très important pour ne pas passer à côté d'une prothèse qui est obstructive, alors en l'occurrence. Donc ça, c'est très important. D'autres paramètres qui, cette fois-ci, sont moins flux dépendants, c'est essayer de mesurer donc, la surface effective donc, de cette prothèse aortique par l'équation de continuité, comme pour un rétrécissement aortique, mesurer la chambre de chasse, un Doppler pulsé au niveau de la chambre de chasse du ventricule, un Doppler continu, faire une équation de continuité pour essayer d'avoir au mieux ou approcher la surface de la surface effective de cette prothèse aortique, sachant que dans ces cas particuliers, le recueil de la chambre de chasse est difficile et le recueil du pulsé sous-aortique est également difficile, donc il faut savoir prendre son temps. Un autre paramètre aussi qu'on peut étudier, c'est l'index de perméabilité, qui n'est autre que le rapport ou le ratio des intégrales temps-vitesse sous-aortique, sur-aortique, et normalement, lorsque la prothèse fonctionne normalement, ce rapport est supérieur à 0,35. Donc là, je vous ai résumé un petit peu, j'ai repris des recommandations, un tableau qui récapitule un petit peu l'ensemble des paramètres que nous avons listés ensemble et qui vont vous permettre de statuer sur l'état de fonction de votre prothèse aortique. Et quand vous avez un petit peu des discordances, il faut savoir passer à d'autres examens complémentaires et M. Roudot vous montrera probablement quand est-ce que vous allez pouvoir, en cas par exemple de haut gradient, quand est-ce que vous pouvez conclure à une obstruction de prothèse aortique. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas empiéter sur le topo suivant. Juste 2 minutes pour vous parler cette fois-ci de la normalité d'une prothèse valvulaire mitrale. Un certain nombre de paramètres qui sont faciles à recueillir. Donc sur un Doppler continu, vérifier le pic de vitesse, vérifier le gradient moyen, là je me suis trompée, c'est inférieur à 6, et vérifier ce fameux PHT ou Pressure Half Time qui correspond à la pente au temps que met la pression pour diminuer de moitié. Alors vous voyez ici les cut-offs de ces différents paramètres, et quand le pic est inférieur à 1,9, un gradient inférieur à 6 ou une PHT inférieure à 130 millisecondes, sont très suggestifs d'une prothèse valvulaire mitrale de bon fonctionnement. Là aussi, on ne le fait pas, mais il faut savoir le faire, c'est d'essayer de mesurer là aussi la surface effective de la prothèse mitrale qu'on va donc pouvoir analyser, calculer par l'équation de continuité, et on va pouvoir la comparer avec la surface donnée par les ABAC pour voir si on est dans des eaux de normalité ou pas. Et là aussi, on peut calculer donc un rapport qui n'est qu'un rapport des VTI, prothèse sur chambre de chasse de la valve aortique. Par exemple, chambre de chasse du ventricule gauche, j'ai dit une bêtise.
Alors, là aussi, donc à l'instar du tableau que je vous ai montré tout à l'heure, donc un tableau qui permet un petit peu de faire un récapitulatif des différents paramètres standards que l'on va étudier pour dire que la prothèse valvulaire est normale ou anormale. Et on le reverra là aussi pour les prothèses mitrales avec Monsieur Roudot. Bien sûr, donc des paramètres qualitatifs, semi-quantitatifs et quantitatifs se basant sur les différentes techniques Doppler. Alors, je conclus, et je pense que je n'ai pas empiété sur le temps qui m'est imparti, pour vous dire que l'examen standard échographique d'une prothèse, c'est une approche intégrative, que l'on a besoin de recueillir un certain nombre d'informations cliniques pour pouvoir donc réfléchir, et l'échographie va nous permettre donc d'avoir un certain nombre de données morphologiques, hémodynamiques, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et que l'échographie transthoracique reste le gold standard, mais qu'une échographie transœsophagienne sous ses différentes modalités 2D ou 3D peut être en complément de l'échographie transthoracique. D'autres techniques plus avancées, que ce soit le scanner, le radiocinéma, l'IRM, peuvent être demandées en cas de nécessité pour pouvoir mieux approcher la normalité ou la pathologie de la prothèse et proposer une thérapeutique adéquate. Et je vous remercie. Merci, professeur Oued. On est en retard pour des raisons de timing. On va laisser les questions à la fin de la session. Et on va appeler un grand ami des cardiologues marocains, professeur Roudot, que tout le monde connaît. La plupart des cardiologues marocains, ils ont fait leur DU chez le professeur Roudot, et qui va nous parler de la dysfonction de prothèse valvulaire. À vous la parole, professeur Roudot. Oui, voilà, le temps que j'ouvre mon dossier, voilà, c'est celui-là. D'abord, pour remercier, je vois que c'est les 10e journées, c'est un rendez-vous tellement apprécié, celui d'Agadir, et nous en avons été privés malheureusement, comme pour beaucoup de réunions pendant un certain nombre d'années pendant 2 ans à cause du Covid. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Alors, je vais essayer d'arriver sur la première.